Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Bonjour, presque bonsoir. Bienvenue à la Maison de la littérature pour cet entretien avec Sophie Letourneau. Mon nom est Anne-Marie Desmeules. Je suis heureuse d'être là avec vous pour animer cette activité qui est présentée dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Pour votre information, l'entretien est diffusé simultanément sur la page Facebook de Québec en toutes lettres et sera déposé plus tard sur la page YouTube du festival. Je tiens à remercier nos commanditaires, BCF, Avocats d'affaires, partenaires, présentateurs des entretiens et journées de réflexion. Je vous présente Sophie Letourneau, qui est écrivaine et puis depuis 2012 professeure au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Elle s'intéresse aux écritures du réel dans les littératures françaises et québécoises. À ce jour, elle a publié 4 livres, Polaroid, Chansons françaises, L'été 95 et Chasse à l'homme, qui s'est mérité récemment le prix littéraire du gouverneur général. Sophie Letourneau habite Québec. Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Marie. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question que je souhaite te poser concerne Chasse à l'homme, mais aussi le genre. Donc, Chasse à l'homme a remporté le prix du gouverneur général catégorie roman. Ce qui peut faire sourciller, évidemment, parce que quand on lit ton livre, on se dit c'est peut-être pas tout à fait l'idée qu'on se fait d'un roman, en tout cas traditionnel. Toi-même, tu affirmais dans Nuit blanche que tu préférais le terme « histoire » pour parler de ton livre. Mais après, on se demande dans quelle catégorie existante il aurait pu être nominé. Et puis, on se dit, c'était nécessairement dans la catégorie roman, mais ça n'empêche pas de se questionner sur la pertinence puis l'actualité de ces catégories-là. Dernièrement, il y a un autre livre assez hybride qui s'est classé parmi les finalistes du prix du gouverneur général, c'est Rien du tout de Olivia Tapiero. Pourquoi, d'après toi, il existe encore un certain malaise à catégoriser de telles œuvres quand vient le temps de les célébrer? Et puis, quel rôle les institutions littéraires devraient jouer pour décloisonner les genres? On part en lion, c'est bien. Chasse à l'homme, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est un livre qui se présente par fragments, donc ce n'est pas un texte suivi, là, une brique dans laquelle on plonge. Donc, non seulement c'est par fragments, mais aussi l'écriture est non fictionnelle, donc c'est une histoire vraie, donc on n'est pas dans le domaine de l'imagination. Fait que pour ces deux raisons-là, le fragment puis le fait que ça soit non fictionnel, effectivement, le mot roman semble malvenu. Moi, quand je l'ai su, j'étais un peu surprise. Je pensais que l'éditeur l'avait soumis dans la catégorie récit, mais là, je me suis rendu compte que cette catégorie-là n'existait pas. Il y a la catégorie essai littéraire, qui bizarrement en anglais... en anglais, c'est non-fiction. Puis, dans les critères du Conseil des arts, ça inclut les histoires vraies, donc les récits, les autobiographies. Mais on n'a pas ce découpage-là, on dirait, mental, en français encore. Puis, je pensais à tout le moins que la catégorie roman incluait les récits, mais non, c'est roman et nouvelles, mais c'est pas... Fait que j'étais un peu mal à l'aise en fait, quand venait le temps d'en discuter avec les journalistes, puisque à chaque fois je disais non, mais c'est pas un roman, mais je suis vraiment contente d'avoir gagné le prix quand même. Donc pour revenir à ta question, comment je pourrais dire ça?
Je pense que ces catégories-là, roman, poésie, essai, ce sont des catégories de lecteurs. Mais je pense que comme écrivaine, notre rôle, c'est de pousser plus loin notre pratique, d'amener la littérature dans d'autres zones, d'explorer plus. Puis, ben, ça se fait, ça passe évidemment là, par une mise en question des genres traditionnels, puis par comment je pourrais dire ça? Par un désir de jouer aussi avec ces formes-là. Fait que c'est sûr que les institutions ben, ont peut-être un certain retard par rapport à ce qui se fait dans les pratiques. Ce qui est gênant, c'est que quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que les institutions ne suivent pas en fait, la pratique. Mais je pense que si on renversait la perspective, là, si on crée des genres à partir de ce que les écrivains font, c'est-à-dire une écriture narrative ou une écriture poétique, ben, je pense qu'on aurait des catégories peut-être plus représentatives là, des œuvres qui nous sont proposées. Puis ce qui est... Ouais, je vais m'arrêter là. Ouais. Oui, tout à fait, parce que comme tu dis, ça fait un certain temps que les écrivains écrivent autre chose que du roman traditionnel ou de la poésie ou de l'essai pur. Il y a beaucoup de genres hybrides et puis... oui, tu as bien raison. Bien, c'est aussi bizarrement que quand tu dis que c'est un roman, c'est comme si c'était bon, comme si c'était un meilleur livre. Fait que d'avoir gagné le prix du meilleur roman, mon frère, ben, ça doit être un bon livre, parce que en tout cas, c'est comme si le roman en venait à désigner plus, pas tant une œuvre narrative, fictionnelle, suivie, que une bonne histoire. Oui, il y a tout un aura autour du roman. Oui, c'est ça. Oui, la quantité de gens qui écrivent de la poésie ou d'autres livres qui se font demander « mais quand est-ce que tu vas écrire un roman? » alors que peut-être que ça n'arrivera jamais. Ça, il faut le prendre comme un compliment, je pense, de dire que c'est un roman, même si d'un point de vue technique, c'est pas vrai. Là, ouais, oui. Continuons dans les questions de forme. La forme de chanson française, elle, par contre, correspondait davantage à un roman classique. Mais déjà, tes 2 premiers livres, Polaroid puis L'été 95, montrent déjà une volonté de fragmenter le récit, puis d'être dans l'accumulation de textes de forme brève pour composer une histoire. Et puis, dans Chasse à l'homme, tu vas encore plus loin avec ce procédé-là, en morcelant carrément la narration. Je me demandais qu'est-ce que ça te permet de jouer avec le fragment, quel plaisir que tu en retires aussi, puis les défis que ça représente pour toi, l'écriture fragmentaire. L'écriture du fragment. C'est drôle parce que au départ, Polaroid, c'était des textes que j'écrivais dans un atelier de création littéraire. Puis comme on sait, les ateliers de création littéraire, il faut créer un texte à chaque semaine de 1 à 2 pages. Donc, c'est cette forme-là qui m'a un peu été imposée par l'école, qui m'est devenue naturelle, un peu comme malgré moi. Puis, ben, j'en ai écrit là, des textes longs, des textes suivis, mais je pense qu'il y avait quelque chose de frustrant pour moi là-dedans parce que je ne retrouvais pas la liberté pas juste d'écriture, mais de lecture aussi que je cherchais parce que avec le fragment, ben, on joue sur ce qui se prolonge dans l'esprit du lecteur. Tu sais, on joue beaucoup sur l'ellipse. Puis, je ne sais pas, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de l'ordre du dialogue, je trouve, avec le fragment, parce que tu dialogues avec l'esprit du lecteur plus que le roman où pas que tu imposes ta vision des choses, mais il y a quelque chose un peu plus... Oui, puis tu dialogues avec d'autres auteurs aussi. Aussi, oui. Oui, parce que tu peux les citer, je ne sais pas. C'est aussi une belle manière, une belle forme, le fragment, pour être en mesure de récolter des morceaux de réel, puis des fois, il y a des images qui nous restent en tête, puis ça colle pas nécessairement dans l'histoire que tu veux raconter, mais quand tu t'adoptes la forme du fragment, ben ouais, tu peux un peu mettre plus de choses dans ta besace, en fait, puis créer un monde qui scintille plus. Mais j'ai envie de sauter ma prochaine question pour tout de suite aller vers une autre, par rapport justement à ces éclairs-là que tu mets dans tes textes. Est-ce que tu es quelqu'un qui note beaucoup?
Non, mais j'aimerais ça. Mais non, parce que à chaque fois que je le fais, je trouve ça d'un ennui mortel quand je me relis. Mais après, quand vient le temps de faire un projet, ben là, j'aimerais pouvoir avoir accès à une matière que j'aurais déjà notée. J'ai lu cet été les mémoires de Barack Obama. Je ne sais pas si vous les avez lus, c'est vraiment fascinant. Puis là, je les lisais, je disais, ah oui, lui, c'est clair qu'à tous les soirs, là, après sa journée de travail, il notait. Là, Il prend des notes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis ça fait quelque chose de vachement intéressant à lire, là, de très texturé. Non, je ne prends pas de notes. Mais tu as une bonne mémoire, alors, donc comment tu fais pour te souvenir de tous ces détails? Oui, bien, il y a aussi que... Après, je me suis rendu compte que c'était une bonne chose parce que quand tu ne prends pas de notes, quand tu te fies sur ta mémoire, le temps passe, puis les souvenirs remontent à la surface, puis tu peux juste les cueillir. Puis des fois, c'est des souvenirs que c'est pas des choses que tu as consciemment voulu te rappeler, mais c'est tout ce qui te reste de ce moment-là. Puis il y a une certaine vérité, une certaine beauté qui reste dans ce détail-là là, qui aurait pu disparaître sinon. Fait que, finalement, je suis quand même contente de ne pas prendre de notes parce que ça permet à ces détails-là incongrus là, de remonter à la surface. Mm-hmm. Et puis, ben, justement, par rapport à la temporalité dans tes livres, ben, ton dernier livre, c'est assez particulier parce qu'il a été écrit sur 12 ans, ce qui est une durée assez longue. C'est plus long qu'une thèse. C'est une grande partie de ta vie. Comment ça se vit, l'écriture, sur une aussi longue période que celle-là? Mal, parce que à un moment donné, on n'y croit plus, là, c'est ça qui arrive. Là, puis ben, tout le monde nous demande des nouvelles de ce projet-là, puis c'est encore en chantier. Comment ça se vit? Ben encore une fois, je pense que mais je pense qu'il faut faire confiance au temps qui passe parce que le fait que ça a été si long à mener, ce projet-là, ça le fait en sorte que le temps passant, la cohérence de toute cette histoire-là est apparue. Donc, ça a été plus facile à écrire. Je pense que si je pouvais voyager dans le temps là, puis aller parler à Sophie, là, 15 ans, là, ça serait de lui dire de ne pas commencer à écrire tout de suite parce que je pense que j'étais pressée d'écrire, puis l'histoire n'était pas terminée, donc c'était un peu précipité. Mais là, je pense qu'on s'égare par rapport à ça. C'est vrai que ça donne un peu cette impression-là de quand on vit la vie, et puis on a de la difficulté à interpréter ce qui se passe dans le moment présent, puis plusieurs années plus tard, on peut avoir un recul pour porter un regard là, sur ce qu'on a vécu. C'est ça, exactement. Donc, c'est la difficulté, en fait, avec l'écriture, quand tu essaies d'écrire ton présent. On en revient à noter, alors que si tu te fies que les souvenirs vont remonter, sont plus faciles à accueillir. Fait que moi, dans ce cas-ci, non, j'aurais dû attendre, en fait, avant de... Mais est-ce que le fait de... Parce qu'il faut dire, ben, pour les gens qui ne l'ont pas lu, le livre s'articule autour d'une quête d'amour. La narratrice, qui est un jeu qui te ressemble beaucoup, ben, qui est toi, oui. En tout cas, cherche l'homme de sa vie après qu'une diseuse de bonne aventure, une cartomancienne lui ait prédit qu'elle allait le trouver. Et puis cette quête-là s'élance. Puisque cette quête-là d'amour se retrouve au cœur du projet, est-ce que si tu avais renoncé au projet, ça aurait signifié de renoncer à cette quête d'amour? Oui. Oui, mais je pense que, ouais, là, j'aime mon chum. Mais je pense que, à quelque part, j'étais comment je pourrais dire, moins prête à abandonner la quête d'écriture que d'abandonner la quête d'amour. C'est-à-dire qu'il y avait une part cynique de moi-même qui me disait, bon, ben, peut-être que l'amour, je ne le trouverai pas. Mais ce projet-là, de partir à la recherche de mon amoureux à partir des indices qu'une voyante m'avait donnés, m'habitait, me hantait, m'obsédait, puis j'étais pas, même si j'essayais de le laisser de côté puis de passer à autre chose, j'étais pas capable de l'abandonner. Peut-être que inconsciemment, j'étais incapable d'abandonner l'idée de l'amour, tu sais, à travers ce projet-là, mais
Mais ouais, mais c'est quand même... ouais, c'était quand même aussi la promesse de trouver l'amour. Ouais. Mais ça m'amène assez naturellement à parler de la mélancolie. Tu as écrit une thèse qui portait sur la mélancolie puis la photographie dans l'œuvre de Roland Barthes. Tu as écrit des livres sur le passé, sur l'adolescence, sur la recherche de l'amour et aussi les amours perdus, les amitiés perdues. Puis même si c'est écrit dans Chasse à l'homme que tu voulais faire un livre qui est tourné vers l'avenir, on sent qu'il y a comme une espèce de mélancolie de ce qui n'est pas encore trouvé. Quel rapport entretiens-tu avec la mélancolie? Puis j'ai envie de te demander aussi avec la photographie. Avec la photographie, ben je dirais que je vais commencer par la photographie parce que c'est plus simple, là, évidemment. La photographie, ben quand j'étais étudiante, quand j'avais 20 ans, je m'intéressais beaucoup aux écritures du réel, mais à ce moment-là, c'était pas une catégorie de pensée. Je sais pas comment dire ça. C'était pas donc il y avait beaucoup de témoignages sur la Shoah, il y avait beaucoup de récits de deuil, mais de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les écritures du réel. Quand je disais ça, les gens ne comprenaient pas à quoi je faisais référence. Ou ils me parlaient d'autofiction, ou en tout cas. Puis donc, m'intéresser à la photographie, mais c'était une manière, en fait, de faire un pas de côté, et puis de m'intéresser à la photographie comme capture du réel, tu sais, puis voir quel lien il pouvait y avoir avec une écriture qui se voudrait aussi une capture du réel. Fait que fait que je suis pas une grande historienne de la photographie, là, loin de là. Donc c'était plus la photographie comme fantasme d'une écriture du réel, en fait, qui m'intéressait. Fait que c'était ça beaucoup. Puis la mélancolie, ben, je pense que c'est toute ma vie. Hein, donc, par où commencer? Ouais, je sais pas. Faudrait être plus précis. Dans l'écriture, est-ce que ça te suit tout le temps? T'as l'impression? Malheureusement, même quand j'essaie de faire autre chose, ça revient que mon énergie motrice, là, ce qui me fait écrire, c'est toujours dans ce battant-là, de la mélancolie, puis du rapport au temps passé ou à ce qui aurait pu advenir. Ouais. Merci. Parlant photographie et littérature, Sophie Calle, qui est écrivaine et artiste aussi, est un personnage dans ton livre. C'est une sorte d'alter ego qui te précède ou te suit un peu ou partout sans que vous vous croisiez réellement. Qu'est-ce que cet artiste-là représente pour toi? Puis est-ce qu'elle a lu ton livre, tu crois? Ben, je lui ai envoyé, mais elle m'en a pas reparlé. Qu'est-ce que cet artiste? Ben, en fait, c'est sûr que quand on écrit un livre, on fait des choix. Puis donc, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'artistes qui sont importants pour moi, mais qui n'ont pas de rapport à l'histoire que je raconte dans Chasse à l'homme. Donc, c'est évidemment que j'en parle pas. Sophie Calle, je pense que ce qui est ça en quoi elle a été importante dans mon parcours, c'est qu'elle a ouvert une porte. Puis cette porte-là, c'était de se dire, écrire sa vie soi, mais on n'est pas obligé d'écrire ce qui s'est déjà passé. On peut aussi imaginer ce qu'on voudrait qu'il arrive, puis le mettre, dans le fond, écrire sa vie au sens de la rêver d'avance, de faire en sorte que l'histoire arrive. Fait que ça a été vraiment un renversement par lequel j'ai essayé vainement de me guérir de ma mélancolie, ce qui n'a pas vraiment fonctionné, mais ce qui a été très, je sais pas comment dire, ce qui m'a vraiment porté, ce qui m'a vraiment beaucoup appris. Ouais. Voilà. Merci. J'ai envie de continuer sur cette question-là qui me fait penser aussi à Sophie Calle, qui est très engagée dans sa démarche d'écriture, qui engage sa vie, qui s'engage elle-même dans ses performances, dans ses livres. Et puis, c'est quelque chose que tu fais dans Chasse à l'homme également. Jusqu'où tu es prête à t'engager pour la littérature? J'aime le sourire qui accompagne cette question. Jusqu'où?
C'est à voir. J'ai pas réponse à cette question-là. Mais Roland Barthes disait, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Roland Barthes disait qu'il vivait selon la littérature. C'est une phrase qui me touche beaucoup. Pour moi, la littérature, c'est ma vérité, c'est ce qui m'aide à comprendre le monde, c'est ce qui m'aide à me comprendre moi-même. Fait que jusqu'où je suis prête à aller pour la littérature, je pense que je suis prête à aller loin parce que c'est vraiment quelque chose qui me définit. Hein. Et puis, en tant qu'écrivaine, quelle importance, justement, tu accordes à la vérité? Puis qu'est-ce que c'est pour toi, la vérité dans l'écriture? Pour moi, la vérité, elle doit être esthétique. Donc, on peut écrire une œuvre de fiction, mais qu'en la lisant, on ait le sentiment que l'auteur touche quelque chose de vrai, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la grâce qui se passe dans cette œuvre-là. Puis je pense que c'est ce qu'on cherche quand on lit un livre. En fait, on cherche à toucher ou à ce qu'un auteur nous montre une certaine forme de vérité. Puis pour ça, moi, je suis très critique, très exigeante envers les livres que je lis. Là. Donc, j'aime pas un auteur qui va tourner les coins ronds, un auteur qui va essayer de m'en faire croire, mais que je vois les fils blancs avec lesquels c'est cousu. Donc, pour moi, la vérité en littérature, elle est importante, mais pas nécessairement de l'ordre d'une vérité factuelle. Ceci dit, quand il y a une démarche documentaire, là, j'avoue que mon intérêt est quand même toujours un peu plus piqué là, que quand c'est de l'ordre de l'imagination. Est-ce qu'un mensonge en littérature peut concourir à une certaine vérité dans la narration, d'après toi? Oui, mais comment je pourrais dire ça? J'attends quand même une certaine intégrité de la part d'un auteur, tu sais, puis après, on peut être intègre, puis que l'œuvre qu'on crée, elle est pas de prise sur le réel, mais ouais, c'est ça. J'attends beaucoup des auteurs, j'attends beaucoup des livres. Ouais. Est-ce que tu es aussi exigeante envers toi-même quand tu écris? Bien sûr. Bien sûr. On peut se l'imaginer. Oui, non, tout à fait. Ouais. Non, en fait, moi, quand j'écris, je pense toujours au lecteur qui va s'ennuyer en lisant le livre. Là, fait que je coupe beaucoup pour être sûre que les gens s'en ferment pas le livre par ennui parce que les passages sont longs. Fait que quand on me dit j'ai dévoré ton livre ou je l'ai lu d'un coup, là, je suis comme oui, j'ai gagné. Ça a marché. Est-ce que cette exigence-là, pour toi, est-ce que tu la sens plus souvent comme un moteur ou comme un frein à la création? Quelle exigence? L'exigence envers toi dans l'écriture? Non, je la sens plus comme un moteur parce que c'est ce à quoi j'aspire. Donc, c'est ton idéal. C'est mon idéal, c'est mon étoile, c'est ce vers quoi, même après 12 ans, je cours encore. Donc, non, c'est un moteur vraiment. Là, ouais. Oui, ça doit être un moteur assez puissant pour justement amener à terme un projet comme ça. Après aussi longtemps. Oui, puis de se dire, voilà, j'ai bien travaillé, c'est fait. Oui, ça doit être assez satisfaisant. Hein, le jour où est-ce que tu as envoyé ton manuscrit à la peuplade, c'était quoi le sentiment? Oui, un soulagement, mais en même temps, c'était rendu à un point. Je savais qu'il était achevé, mais je ne le voyais plus là, non plus. Donc, j'avais besoin que quelqu'un m'aide à relire tout ça puis à retravailler le manuscrit. J'ai comme pas cru qu'il allait être publié jusqu'à temps qu'il soit publié. Puis, comme je te disais avant l'entretien tout à l'heure, le livre a été lancé en librairie le 5 mars 2020. Fait que tout ce qui s'est passé depuis aussi, j'ai pas l'impression que c'est réel. Fait que tu sais, je sais pas, c'est la première fois que je vois des gens en fait depuis ce lancement-là. C'est ça, je suis contente que vous soyez là. Ouais, ça rend ça plus réel, voilà. Oui, c'est assez particulier comme contexte pour lancer un livre, tout à fait. Quand tu choisis de parler de toi dans tes livres, où est-ce que tu fixes la limite dans le fait de te commettre?
Ben, je pense que c'est est-ce que ça sert l'histoire que je raconte? Est-ce que ce que j'ai à dire dans ce que je révèle de moi, puis encore plus dans ce que je révèle des autres, là, encore plus quand je mets en scène d'autres personnes, est-ce que ça fait vraiment avancer l'histoire? Est-ce que ça donne vraiment une image plus juste de l'histoire que je veux raconter? Je ne vais pas faire de name dropping parce que ça serait dans le fun qu'un tel fasse une apparition dans mon livre, mettons. Fait que non, la limite que je me donne est encore une fois d'ordre esthétique, là, d'ordre littéraire. Est-ce que ça participe à la vérité de ce livre-là? Mm-hmm. Bien, on le sent dans la façon dont ton livre est construit, que chaque détail, chaque fragment est minutieusement choisi, placé et participe à la cohérence de l'ensemble. C'est assez impressionnant. Mécanique, là, Et puis, même si par moments, on se retrouve un peu au milieu d'une constellation, tout finit par faire sens au bout du compte. C'est assez impressionnant. Comme, une de mes inspirations pour ce livre-là, c'est les jeux de mémoire. Là, tu sais, quand tu as un visage qui apparaît, puis là, il faut que tu essaies de trouver le visage qui s'apparente à ça. Fait que j'essayais de faire en sorte que l'expérience de lecture soit proche d'un jeu de mémoire, en fait. Oui, il n'y a pas de fil qui dépasse à la fin. Non, c'est ça. Tout est... Tout est en c'est ça, on a le même mouvement de... Oui, exact. Oui, vraiment. Maintenant que tu as trouvé l'amour, quelle quête t'anime ou anime ton écriture? Bonne question. Oui, surtout que là, on a un petit bébé, là, donc c'est beaucoup de... Pour le moment, une autre quête. C'est beaucoup de couches. Oui, c'est ça, c'est beaucoup d'ordinaire. Quelle quête anime mon écriture? Bien, je suis beaucoup préoccupée aussi, c'était dans mes projets avant la pandémie, mais depuis la pandémie, depuis le confinement, donc bien, comme tout le monde, là, je prends beaucoup de marches, j'ai pris beaucoup de marches, puis avec le bébé aussi, tu sais, en poussette. Puis c'est comme si ça m'avait fait donner un nouveau regard sur la ville, là, sur la ville qu'on habite, la ville de Québec. Puis j'ai comme envie, dans ma grande mélancolie, dans ce rapport avec le passé, de recreuser un peu l'histoire de la ville, pas juste la Nouvelle-France, là, mais de déplier un peu le feuilleté temporel là, qu'est la ville de Québec. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup en ce moment. Fait que, puis j'ai l'impression, tous les projets d'écriture que j'ai pour des prochains livres, il reste qu'il y a toujours un ancrage dans la ville de Québec. En fait, c'est toujours une manière de comprendre cette ville-là. Est-ce que l'écriture, des fois, pour toi, ça a une fonction d'archive? Mes archives, tes archives personnelles, mais aussi les archives d'une époque, Il y avait quelque chose, en tout cas pour moi, de terriblement familier dans l'été 95, puis dans Polaroid, parce qu'on a grandi au même endroit, au même moment. Tout était très, très précis. Est-ce que pour toi, il y a ce désir-là de faire mémoire? Bien, en fait, c'est ça. C'est peut-être le mot archive qui m'amène ailleurs. Là. Mais non, j'ai comme le désir de sauver le monde, je pense. Oui, c'est ça. Mais matériellement, tu sais, une petite chose à la fois. Puis, tu sais, de ce qui pourrait disparaître, tu sais, de l'épingler. Puis, de dire, ça a existé, ça a été là. Ouais. Mais ça fonctionne bien, en tout cas. Okay. C'est des choses qui, pour ma part, étaient très loin dans ma mémoire et qui sont réapparues tout d'un coup de façon très vive. Ça fonctionne bien, en tout cas. Parlant de mélancolie et du passé et des archives, tu travailles en ce moment à un projet sur la scène musicale de Québec dans les années 90. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Oui, que j'ai vraiment hâte de livrer aussi, entre autres pour les gens impliqués. Donc, de ce projet-là, c'est un projet qui est né du fait que qu'en revenant habiter à Québec, donc en 2012, quand j'ai été embauchée à l'Université Laval, je me rendais compte que la ville de Québec, particulièrement le Vieux-Québec, je projetais encore beaucoup mes images du passé, mais qu'en fait, toute
les lieux que je fréquentais quand j'étais jeune n'étaient plus là, puis le type de personnes aussi qui habitaient dans le Vieux-Québec ou qui traînaient au Carré-Duville, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Puis c'est comme si je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là, en constatant cette disparition-là, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une texture, qu'il y avait vraiment un monde qui était beau, dans lequel j'avais grandi, puis que ce monde-là avait disparu, mais que j'étais en même temps trop jeune, à 15 ans, 14-15 ans, pour vraiment comprendre ce que je vivais. Puis les images qui me restaient beaucoup, c'était les images des bars, les images des raves, puis des gens donc, qui avaient 5-10 ans de plus que moi qui animaient ces scènes musicales-là. Fait que je me suis dit, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. C'est comme si c'était un rêve dont tu te rappelles une scène, tu sais. Puis là, j'avais comme envie qu'on me raconte cette époque-là. Puis à l'université, il y a quand même de la pression là, pour qu'on fasse des demandes de subventions, pour qu'on embauche des étudiants, pour qu'on les forme à la recherche. Puis c'est quand même lourd comme processus, une demande de subvention. Puis après, il faut la gérer, là. Fait que je m'étais dit, moi, si je me donne ce trouble-là, il faudrait vraiment que ce soit un projet là, vraiment le fun, genre rencontrer les secrétaires volantes, tu sais, puis fait que c'est ça, j'ai rencontré les secrétaires volantes, puis plein de musiciens, mais aussi des disquaires, des DJ qui m'ont fait le portrait de cette époque-là. Puis donc, les entretiens ont été faits. Moi, il me reste un petit peu de recherche documentaire à faire. Les étudiants, les assistants, on en fait de la recherche documentaire aussi. Fait que là, il faut comme que... Il me reste juste à faire mon miel de tout ça, puis à écrire le livre. Voilà. Est-ce que tu sais déjà un peu dans quelle direction, est-ce que tu te permets d'en parler, de la direction, de la forme que tu voudrais... Bien, ce qui était présenté, c'est que j'allais faire une galerie de portraits de ces gens-là, puis qu'à travers tout ça, j'allais faire aussi un portrait de la ville. Ouais, parce que ça se passe beaucoup dans certains lieux. Là. Donc, ça reste une enquête sur la ville aussi quand même. Oui, tout à fait. Est-ce que tes recherches sur les archives, pas sur les archives, mais sur le passé de la ville, nourrissent ce projet-là aussi? Ou oui, c'est ça. Oui? C'est ça, oui. Bien, surtout les années 90, c'est un moment où on est sous Jean-Paul Lallier, revitalisation de Saint-Roch, Vieux-Québec devient plus touristique. Donc, dans les journaux, tu vois des luttes là, entre les citoyens, les promoteurs, tout ça. Fait que c'est quand même intéressant de voir comment la ville s'est définie à ce moment-là, en fait. Oui, on a très hâte, en tout cas, de lire ce projet-là. C'est une époque que j'ai vécue aussi, comme toi, un peu à distance, et puis qui m'apparaissait très riche. Oui, c'est ça. C'est ouais, pour ça qu'ils très palpitante, mais on avait à peine l'âge d'aller dans les bars à ce moment-là. Donc, oui, je suis très curieuse. C'est des groupes de musique aussi qui ont fait notre jeunesse et la jeunesse de beaucoup. Ouais. Donc, ça va être très... Oui, non, c'est une belle époque. Merci. Tu organises avec Michael Trahan au mois de mai une journée d'études sur l'écriture de soi et la vie des autres. Bon, en lisant ton œuvre, on se rend compte que c'est tout à fait normal que des questions comme ça t'intéressent. Tu dis en boutade dans Chasse à l'homme que tu as appris que, je cite, « un numéro de téléphone est la seule chose qu'on ne peut légalement imprimer dans un livre sans le consentement de la personne concernée ». Tu y affirmes aussi avoir vécu une rupture et avoir été menacé de poursuite après Polaroid. Comment ça se passe pour toi maintenant, l'inclusion de personnes reconnaissables dans la littérature, puis sur quoi tu bases ton éthique? L'inclusion de personnes reconnaissables, ben ça dépend. Tu sais, quand c'est Sofical, j'ai quand même moins de limites que quand c'est quelqu'un de pas connu qui fait pas œuvre de sa propre vie là, personnelle. Je pense qu'il faut rester... il y a plusieurs choses. C'est sûr qu'il faut rester respectueux, faut penser ce à quoi je me rendais pas compte. En fait, au moment d'écrire Polaroid, j'avais 23-24 ans, puis j'avais pas la maturité émotionnelle
que j'ai aujourd'hui, on va dire. Donc, honnêtement, moi, je pensais que j'écrivais un livre, puis que ça fallait faire partie de la littérature, puis que des gens, plus tard, allaient le lire, mais que puis que personne que je connaissais allait le lire, puis que, je sais pas, j'avais pas pensé que les gens allaient se reconnaître. Les choses ne sont pas passées tout à fait non, comme ça. c'est ça, c'était... Ouais. Puis non, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, là je suis plus consciente de l'impact que ça peut avoir aussi. Après, c'est bizarre parce qu'il y a des gens là, qui me font des jokes, là, genre « je vais être dans ton prochain livre ». C'est justement les gens que tu n'as pas envie de mettre dans un livre habituellement. Là. Bon, puis sinon, ben c'est ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire par rapport à tout ça? Journée d'études. Est-ce que tu demandes la permission aux gens habituellement ou est-ce que tu les qui sont consultes ou les gens qui sont dans oui, je le fais lire. Je fais lire les parties qui les concernent. Des fois, ça peut arriver que quelqu'un me dise « je suis pas à l'aise avec ça, tu peux-tu dire plus tôt telle affaire? » Puis quand ça n'a pas d'importance pour moi, je vais le faire. Là, par rapport, mettons, avec le projet sur Québec puis les musiciens, ça c'est autre chose. Ça, j'ai été encadrée par le comité éthique de l'Université Laval. Là, fait que ça, c'est... Ça, je peux... À quoi tu es tenue? Eux doivent lire le manuscrit avant qu'il soit publié, l'approuver. Bien, le manuscrit qui les concerne, là, pas tout. Ils peuvent se retirer du projet à tout moment, ce qui est bien correct. Là. Mais non, ça, c'était beaucoup plus encadré. Là. J'en avais parlé avec Anne-Marie Olivier, là, qui écrit des textes de théâtre à partir de cueillettes d'histoire. Puis donc, elle n'en revenait pas là, de tout ce à quoi il fallait que je renonce là, pour avoir la certification éthique. Donc, c'est ça. C'est sûr que... Mais c'est normal aussi parce que quand j'approche ces gens-là, je suis professeure à l'université, donc ça vient avec une responsabilité. Là. Fait que moi, non, je dirais que ça dépend des projets, mais je suis pas quelqu'un de... J'écris pas par désir de vengeance ou de choquer. Fait que c'est pas... c'est ça. Mm-hmm. Tu as voyagé beaucoup dans tes livres et pour tes livres. Est-ce que tes voyages avaient un lien avec la littérature dans la motivation de les faire ou c'est des voyages pour la vie qui sont devenus des voyages pour la littérature? Bonne question. Les voyages auxquels tu fais référence, donc étant Paris, le Tokyo, Japon, New York aussi, New York, qui se retrouve dans... Bien, c'est sûr que le lien, je n'avais jamais réfléchi à ça. C'est sûr qu'il y a un désir quand on écrit, quand on lit, quand on aime la littérature, de se transporter ailleurs, en fait, là, d'être dans un autre décor, puis que cet espoir-là aussi qui se réalise souvent, là, mais qu'une nouvelle ville va amener une nouvelle histoire ou que tu vas vivre des nouvelles choses là, en changeant de décor. Fait qu'en ce sens-là, oui, je dirais qu'il y a un lien entre les livres puis les voyages que j'ai faits. Paris, c'était un peu... fallait que je fasse un stage parce que j'étudiais en littérature française. Puis bien évidemment, tu vas à Paris, mais moi, j'aurais préféré aller à New York. Mais aller à New York, il n'y avait pas d'entente, c'était trop compliqué. Donc, la première fois que je suis allée à Paris, c'était par dépit, par obligation doctorale. Puis ben, après, je suis retournée. Mais donc, puis finalement, je suis retournée pour ce projet-là. Parce qu'il a valu la peine quand même, je pense, de... C'est quand même, ça nourrit l'écriture de 2 livres quand même. Exact, oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais à Paris. C'est comme gagnant-gagnant. C'est ça. Oui, merci. Dans l'entretien que tu as accordé au Devoir à la parution de Chasse à l'homme, tu évoques les difficultés que tu as rencontrées dans les milieux littéraires, universitaires, du fait que tu es une femme. Tu dis qu'avant ça, tu croyais sincèrement que la révolution féministe était terminée. Comment est-ce que tu décrirais les obstacles qui sont rencontrés par les femmes dans ces milieux-là? Puis qu'est-ce qui reste à accomplir selon toi?
Comment j'écrirais les obstacles? Dans le milieu littéraire. Comment dire? Bien, je pense que pour la plupart d'entre nous, on arrive à la littérature par l'école, là, d'abord, là, c'est-à-dire la littérature, c'est d'abord ce qu'on nous enseigne. Donc, c'est sûr que, à partir du moment où on t'enseigne essentiellement des hommes, à partir du moment où ce qu'on t'enseigne, c'est des grands genres, là, on en revient à la première question, là, le roman. Donc, dans l'histoire du roman, il faut avoir lu Balzac, Stendhal, puis là, on déboule, jusqu'à aujourd'hui. Là, on est un petit peu pris avec une histoire littéraire qui nous impose des modèles de genre masculin, puis mettons, de genre romanesque, en tout cas. Oui, le romancier français. De romancier français, c'est ça. Donc, ça, mais après, on se dit, ben c'est pas grave, moi, je vais faire ce que je veux, puis je vais publier ce que je veux, puis je vais renouveler ma discipline, mais c'est sûr qu'après, ben il y a... Oui, ben comme dans tous les milieux, là, ça joue dans les interactions un à un. Puis ben quand on a 24, 25 ans, puis qu'il y a qu'on est confronté à de l'hostilité ou de l'indifférence ou du mépris, ben sur le coup, évidemment, on pense que c'est de notre faute. On a cette première réaction-là, fait que ça prend du temps avant de voir que ça vient toujours d'hommes, puis c'est toujours par rapport à des questions. De se relier à l'histoire aussi. Oui, là. c'est ça. De faire le lien entre ce que nous, on vit et puis ce qui est vécu historiquement par les femmes depuis si longtemps. Exact. Puis c'est là aussi, je pense, où les réseaux sociaux ont ceci de bon que nous, on n'avait pas quand on était... même à 24-25 ans, il n'y avait pas Facebook, là. Fait que quand j'avais 24, Facebook est 2006, je pense, en tout cas. Ouais. Bref. Mais tu sais, là, au moins, il y a des expériences qui peuvent être partagées, puis ça va plus vite que d'être tout seul dans ton coin, puis de parler à ta meilleure amie, puis elle qui te raconte l'histoire d'une autre. Là, c'est long avant de faire les liens. Je sais pas. Je sais pas comment faire en sorte que ça change, mais ça change. Je le vois que c'est en train de changer quand même. Oui, tout à fait. Bien, avec la prise de parole. Aussi. La prise de parole qui est beaucoup plus présente, fréquente, et pas seulement chez les femmes, mais chez aussi les minorités culturelles, minorités de genre. C'est assez apparent, cette mouvance-là. Est-ce que tu aurais aimé être jeune maintenant par rapport à ça? Par rapport à ça, oui, parce que je me serais sentie moins seule, je pense. C'est ça le... Oui, mais je suis quand même contente d'avoir connu les années 90. Je suis d'accord. Ouais. Mais non, mais c'est bien qu'on vive tout ça, ces remises en question-là. Puis je pense sincèrement que l'histoire des formes en littérature, que de revisiter les grands genres, là, comme on le disait en tout début, va permettre aussi d'accorder une meilleure place aux femmes, aux gens qui sont issus des minorités de genre, de diversité culturelle. Je pense vraiment que que les deux sont liés, que c'est pas une question purement formelle, là, purement... Tout à fait, puis ça boucle bien la boucle avec le début, que ces formes-là, c'est aussi un discours qui était en marge, mais qui devient de moins en moins en marge. Puis en ce sens-là, il y a quelque chose de politique là-dedans. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. On passerait aux questions du public, s'il y en a. Donc, Juliette va circuler par Donc, je vais circuler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Allô?
Oui, ben, en fait, c'est que je pense que j'avais envie de jouer avec ça. On va prendre quelque chose de très cliché, là, de très comédie romantique, puis on va montrer que c'est quand même possible d'en faire quelque chose d'intelligent, puis c'est pas parce que c'est dans les clichés de la littérature ou féminine que ça n'a pas de valeur, là, qu'on peut pas y réfléchir sérieusement. Ouais. Merci. Je suis vraiment d'accord avec ça. Comment tu arrives à... Mais tu dis dans le livre que tu veux renouveler le genre et tu le fais. C'est un pari réussi. Mm. D'autres commentaires, questions? Non, c'est ça, c'est pour les gens en ligne, en fait, parce qu'on n'entend pas les questions, mais tu as très bien fait parce que tu l'as comme un peu répété en répondant. Donc, si tu veux, tu peux me le dire, puis... Oui. Donc, on parle d'un renversement des codes. C'était une très belle question, Alex. Est-ce que Sophie, tu veux... Oui, donc c'est ça. Donc, ce que Alex disait, c'est que la protagoniste, donc l'héroïne, se comporte de manière très active, va suivre son désir, ce qui est une manière plus masculine de faire, puis plutôt que d'être objet de désir, en fait. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça qui m'intéressait à faire dans le livre. C'est ce qui m'intéressait dans la vie aussi. Je suis quand même quelqu'un que, quand je veux quelque chose, j'y vais, puis je vais chercher. Puis cette passivité-là qu'on associe à la féminité, elle m'énervait un peu. Puis il y avait aussi... Comment je pourrais dire ça? Je pense que la manière dont je me suis servie pour le renverser, ce code-là, c'était de jouer au roman policier aussi, là, je veux dire. C'est pas qu'un roman d'amour. C'est aussi... il y a aussi une enquête. On chasse l'homme. Donc, c'est ça. Ouais. Mais oui, c'était conscient, c'était voulu, mais je suis contente que tu l'aies vu parce que c'était quand même, j'allais dire subtil, mais en tout cas, c'était quand même pas mis de l'avant de manière éclatante. Mais oui, il y avait cette posture-là, comment je pourrais dire ça, androgyne un peu. Ouais. Merci. D'autres questions, interventions, commentaires? Les gens en ligne? Les internautes. Les internautes. Oui. Oui. C'est quelque chose que j'aimerais faire, que je fais jamais. Mais oui, je pense aussi qu'à partir du moment où on considère que la littérature a pour matériau le langage, puis qu'on peut, on peut le travailler comme on le ferait dans l'art contemporain, en fait, puis en faire un événement, en faire un objet, en faire une performance. Là, c'est sûr que ça ouvre tout un monde de possibilités que le roman ne permettait pas nécessairement au départ. J'aime beaucoup les romans, là, mais c'est sûr que si on se situe dans le régime de l'art contemporain, là, la littérature, c'est-à-dire on ouvre le champ à autre chose. Donc, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Ceci dit, il y a quand même une grande liberté là, pour un écrivain de n'avoir besoin que de son ordinateur pour écrire. Là. Puis dans mon perfectionnisme, je me disais, si je me mettais à faire la photo, là, comment je ferais pour être bonne? Mais non, je pense qu'il y a ce désir-là. Peut-être qu'un jour, je vais l'assouvir, mais c'est effectivement un bon commentaire. Merci. D'autres questions, commentaires? Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Sophie, pour ta générosité, d'avoir répondu à toutes mes questions, et même si ça partait très durement. Je m'en suis rendu compte en le disant. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci au public ici et en ligne aussi de votre présence, de vos questions. Et puis, je vous invite à découvrir la programmation du festival qui va s'étirer encore jusqu'à dimanche prochain. Faites le tour, ça vaut vraiment la peine. Il y a toutes sortes de belles choses, que vous soyez dans votre foyer ou dans la rue. Alors, merci et au plaisir.